Voici les clés de cette jolie Lexus ES 300H, la voiture préférée des taxis. Bonjour à tous, moi c'est Flo, bienvenue sur la chaîne Vlog Cars Passion et on va faire ensemble le tour de cette berline routière japonaise anticonformiste. On va faire ensemble bien sûr le tour extérieur, les équipements de série, vous allez voir qu'elle est assez compétitive en termes de tarifs et surtout pourquoi les chauffeurs de taxi ou VTC Premium VIP choisissent la plupart du temps cette jolie berline routière. On fera bien sûr le relevé de consommation sur autoroute, en ville et sur route départementale et nationale. On fera bien sûr la mesure de l'autonomie totale de cette berline, longue berline, presque 5 mètres de long. Et surtout, on verra que vaut-elle au volant, comportement routier. Allez, c'est parti, en avant l'essai. Allez, je vous propose de faire ensemble le tour du propriétaire et il y a beaucoup de choses à dire sur cette berline routière Japan Qualitite. Alors, vous avez été nombreux à réagir sur cette Lexus ES 300H, à la fois connue et méconnue quelque part, puisque c'est vrai que la plupart du temps on essaie plutôt des berlines routières allemandes comme la BMW série 5 ou encore la Mercedes classe E ou encore l'Audi A6 qui commence à se faire un petit peu vieillissante. Et c'est vrai que cette Lexus ES 300H, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle existe sur les routes. Ici c'est la version restylée, facelift, et vous allez voir que finalement il y a beaucoup de choses à dire au niveau de l'esthétisme, la fiabilité moteur, vous allez comprendre pourquoi, et surtout les prix. Le prix de ce modèle haut de gamme, finition exécutive, on est sur le haut de gamme de la gamme ES, on est à 73 500 € hors option, et comme toute Lexus qui se respecte, il n'y a pas d'option puisque tout est de série. Et oui, une seule motorisation, moteur hybride 218 chevaux 300H. Et en termes de tarification, les prix débutent autour des 60 000 € pour la version business. Ici, sur cette version exécutive, on joue le luxe à fond, telle une classe E, voire une classe S, puisqu'en termes de longueur, on atteint quasiment la limousine étoilée, 4,98 m. 5,01 m pour la Mercedes classe S et 4,95 m pour la classe E. C'est vrai qu'on pourrait presque la comparer à la classe E directement parce que la classe E, ça a été longtemps la berline routière préférée des taxis il y a quelques années. Ils ont abandonné la marque à l'étoile pour choisir la Lexus et on va essayer de comprendre pourquoi. Déjà en termes de style, eh ben, elle change. Je veux parler d'anticonformisme. Vous allez voir qu'en termes d'esthétisme, cette japonaise est clairement pas comme une allemande. Vous allez voir que l'intérieur est clairement pas comme une allemande. Vous allez voir que la fiabilité, c'est quand même le groupe le plus fiable au monde et on va essayer de comprendre pourquoi. Vous allez voir, j'ai deux petites réponses à vous apporter sur ce point et puis surtout en termes d'équipement, tarification, rapport prix, robustesse, fiabilité, équipement, bref, meilleur rapport qualité-prix. Elle est sous vos yeux, c'est cette Lexus ES 300H. Et en termes de fiabilité, je suis heureux de vous parler un peu de fiabilité parce qu'on a un petit peu de retour d'expérience. C'est vrai qu'en parlant un petit peu avec les taxis, le retour des taxis qui ont plus de 300 000 km, autant vous dire qu'il y a très peu de choses à changer, à part les consommables. Alors on va commencer quand même par le design. Le design, il est dans le vent, et c'est un design japonais, il est un petit peu tranchant. Et c'est vrai que ça peut être une alternative au trio allemand, tout comme une Volvo S90 ou V90 qui n'existe plus malheureusement. Les berlines se font rares. Lexus continue quand même de nous séduire avec cette calandre avant qui ressemble aussi à un Lexus NX avec cette calandre en L quelque part, avec ses virgules un peu partout. Pareil, vous avez des feux LED, full LED en L. Cette calandre qui prend vraiment toute la hauteur. Calandre avec un contour bien sûr chromé, vous le voyez ici. Et vous avez la version sport qui enlèvera toute notion de chrome et le remplacera par du plastique laqué noir. On a un long capot et vous avez ici des jantes qui ne sont pas forcément les plus belles. Jantes de 18 pouces en 235/45 spécifique à cette version exécutive. Et puis regardez, la seule option qui n'est plus au catalogue, c'est ces rétroviseurs caméra efficient, puisqu'il faut rappeler que la carrosserie a un CX de 0,26, ce qui est assez peu dans la catégorie, qui permettra effectivement de faire des records de consommation, en tout cas d'avoir une pénétration dans l'air beaucoup moins importante qu'un RXH ou un NX. Vitrage arrière surteinté et chromé. Vous avez la petite antenne requin ici, couleur carrosserie, avec ce joli bleu métallisé qui n'est pas une option, qui est compris encore une fois dans le prix. Et puis regardez-moi cet arrière aussi travaillé. Alors, chez Lexus, on n'a pas lésiné sur les grosses touches et même pas les petites touches.
de chrome, on en a partout, même dans les feux ça brille. Le bas de pare-choc est ici aussi en chrome. Pas de sortie d'échappement malgré le fait que ça soit une motorisation essence hybride. Vous devez le voir, il est ici. Oh, joli. Et c'est vrai qu'esthétiquement, c'est à la fois sobre, élégant et parfois, sur certains angles, un peu too much. On aime ou on n'aime pas. Et puis regardez ce aileron équipé de série sur la malle arrière qui est aussi proéminent. On aime ou on n'aime pas, encore une fois. Mais c'est vrai que quand vous regardez ici ces grosses touches de chrome, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et regardez ces poignées frigo. Un petit peu si vous aimez le style de cette Lexus ES ou vous préférez quand même les allemandes. 1680 kg. Ça peut paraître lourd et à la fois léger. On est quand même sur une grosse berline routière. On est sur une longueur de 4,98 m. Un empattement assez énorme. 2,87 m. 2,87 m d'empattement. Et surtout, une hauteur assez limitée de 1,45 m. On verra si l'accessibilité aux places arrière, l'espace à l'arrière est satisfaisant. Et on va passer sur quelque chose qui devra intéresser aussi bien les particuliers que les professionnels, c'est le coffre. La malle de coffre s'ouvre électriquement, il faut que je trouve le bouton, il est ici, je peux l'ouvrir avec la clé. Un coffre qui s'ouvre et qui se ferme électriquement, c'est plutôt pas mal. Un coffre d'une contenance de 454 litres. Au vu des dimensions, on pourrait s'attendre à plus, mais bon, personnellement, c'est satisfaisant. Vous allez pouvoir mettre des valises cabine, en veux-tu, en voilà, un tassé en mode Tetris sans problème, et puis vous avez la petite trappe à ski à l'arrière. Pas vraiment de quoi se plaindre, surtout que quand vous prenez une classe E hybride, vous avez largement moins, vous avez 350 litres. Donc là, vous avez 100 litres de plus et c'est une hybride. Donc il faut le souligner. Alors on va passer sur la partie qui nous intéresse le plus, à savoir son moteur. Alors, il y a bien un double vérin. C'est pas un noble moteur comme on pourrait s'attendre chez Lexus ou chez les concurrentes avec un 6 cylindres. On est quand même sur un moteur assez robuste qui a fait ses preuves. Il s'agit du moteur 4 cylindres, 2,5 litres de cylindrée atmosphérique. Déjà, le premier mot-clé, c'est atmosphérique. C'est là où vous allez gagner en fiabilité. Alors effectivement, vous n'allez pas forcément gagner en performance, parce qu'on est sur des performances, vous allez le voir tout à l'heure, je vous dis pas tout, qui sont relativement correctes. Bon, on s'attendait peut-être à mieux avec 218 chevaux. Un moteur à lui tout seul thermique, associé à l'hybridation que l'on connaît du groupe Toyota Lexus. Vous avez d'abord la partie thermique avec un moteur 4 cylindres, 2,5 litres, vous le savez, 178 chevaux et 221 Nm de couple. Rajoutez à ça un moteur électrique qui fait lui une puissance de 120 chevaux et 202 Nm de couple, disponible quasiment instantanément une fois que la petite batterie est chargée, comme la Toyota Camry. Donc un système fiable qui a fait ses preuves, associé à la boîte CVT, une boîte simple qui n'a pas de rapport de vitesse, qui n'a pas d'embrayage. Donc autant vous dire que sur le bloc moteur et la boîte de vitesse, vous allez avoir un ensemble fiable, robuste, qui a fait ses preuves, capable de dépasser largement les 400 000 km sans aucun souci. Voilà, j'en ai terminé sur la partie moteur. Attention les oreilles. Ce que je vous propose, c'est de passer à l'intérieur. Et vous allez voir que l'intérieur est assez surprenant. Avant de continuer l'aventure, j'ai besoin un peu de votre force, les amis. Eh oui, ça fait pas de mal. Un petit pouce levé. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, Vlog Cars Passion. Allez, ce que je vous propose, c'est de passer aux places arrière. Regardez comme une classe S. Il est possible de régler aussi la position du passager. Regardez ce petit point de détail. Et ça, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Pourquoi avoir mis des boutons de réglage du siège avant passager ici? Et bien tout simplement parce que un chauffeur de maître, par exemple, ne pourra pas tendre le bras pour régler le siège. Siège à mémorisation, 3 mémorisations s'il vous plaît. Et donc ça va être plus simple pour augmenter l'espace pour ces passagers VIP. Pour que ça soit un peu plus royal et confortable, vous allez pouvoir régler le siège en inclinaison et ici l'avancer un peu plus pour augmenter la place, une place royale. Eh oui. Bon les amis, je vous propose de passer à l'arrière, aux places arrière. Avec un tel empattement, normalement ça devrait être le grand luxe. Allez, venez, suivez-moi. Alors, installation la plus confortable et la plus royale, claquage de porte, écoutez-moi ça, bien feutré, une portière lourde comme on les aime, une voiture robuste et admirez cet intérieur. Siège incliné, siège en cuir ventilé, perforé et
chauffant, s'il vous plaît. Ça, c'est la grande classe. J'ai l'impression clairement d'être dans une limousine, une Mercedes classe S. Attention, je m'emballe un peu, mais on est quand même sur vraiment une prestation de haut niveau. Regardez déjà, on a ces pare-soleil. Alors, ils ne sont pas électriques, malheureusement. Ils seront manuels. Pareil, regardez le petit détail sur le côté. Alors, c'est pas pratique, c'est du plastique. Mais voilà, c'est le petit détail que j'aime bien. Et regardez, autre petit détail, si vous aimez la boiserie. Et il y en a partout. Et ça, ce n'est pas une option comme une allemande, c'est de série. Regardez, on a aussi des petits rangements ici sur les sièges avant, de la plus belle des manières. Plastique légèrement moussé. Regardez, ici, vous avez prise 12 volts et 120 watts et prise USB-C et USB-C. Voilà. Petit tunnel de transmission et regardez la place que j'ai devant les genoux et au-dessus de la tête. Honnêtement, je suis tout confort. C'est vraiment agréable. Je crois que je vais m'endormir et admirer ce ciel de toit beige ultra salissant. Malheureusement, j'ai pas de toit panoramique, mais c'est pas grave. On est dans le luxe et surtout ce petit cocon où on va avoir envie de faire des longs voyages, aussi bien derrière le volant qu'à l'arrière. Et à l'arrière, autant vous dire que le luxe continue. Regardez-moi le travail de ce cuir et surtout le confort, l'assise, le moelleux. On a l'impression d'être assis dans du coton. C'est très ouaté et regardez-moi ça. Hop, et là vous avez l'accoudoir, mais pas n'importe quel accoudoir. Regardez, vous avez plein de petits réglages. Le réglage ici du store, si j'appuie ici, regardez à l'arrière tranquillement, regardez, ça se déploie et je vais le refaire. Voilà. Pour plus de tranquillité, je viens d'activer le petit rideau de courtoisie, si vous voulez. Et puis surtout, là, ici, je peux régler la position de mon siège électriquement, en avant, en arrière, la température ici à l'arrière, le siège chauffant sur 3 niveaux. Alors, les amis, je vous l'accorde, on n'est pas dans une voiture des années 2000. Je commence à sourire parce que moi, j'aime beaucoup. Je suis très old school dans ma manière de vivre. Et je suis toujours en rapport avec l'ancien temps, la nostalgie. Et c'est vrai que cette Lexus, elle fait un petit clin d'œil aux anciennes peut-être Mercedes classe S ou même aux anciennes Lexus. Regardez, ici vous avez un porte-gobelet et surtout c'est bien, c'est la cinématique qui est travaillée. Regardez, ça c'est plutôt pas mal. Il y a des petits détails qui mêlent le luxe et le côté un peu old school avec tous ces boutons partout. Et ça, moi j'aime bien. Vous avez différents modes et vous avez un mode, ah ouais, là je peux régler la radio. Ah ok, d'accord, là je peux régler la radio, je peux choisir mes stations de radio préférées ici. Et puis quand même, on a un petit accoudoir avec la petite feutrine. C'est quand même pas mal, hein. On est quand même bien installé à l'arrière. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est vraiment pas mal. Bon, je vais désactiver les sièges chauffants parce que là, j'ai un petit peu trop chaud. Moi, ce que je vous propose, c'est de passer quand même à l'avant, à la place du taxi, celui qui va conduire. En tout cas, les clients seront satisfaits à l'arrière. Je comprends mieux pourquoi les taxis ont choisi cette voiture. Bon, ce que je vous propose, c'est de passer à l'avant. Alors, petite anecdote, moi, j'ai connu Lexus ES uniquement à l'arrière. J'avais pris un taxi ou un VTC et j'ai été bluffé du confort. Et regardez-moi à l'intérieur. Bienvenue dans les années 2000. Alors sur cette partie là ça se voit pas trop et regardez-moi ces sièges là, je vous le disais tout à l'heure, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant, vous avez envie de faire des kilomètres tant ils sont confortables. Des sièges en cuir bicolore entre beige et noir de qualité, franchement ça vraiment, là on le voit, mais l'intérieur est vraiment absolument magnifique. Contreporte de qualité, bel assemblage entre cuir, boiserie et aluminium chromé ici sur cette partie là. Alors il y a quand même du plastique dur, un peu comme une Mercedes classe E, un peu partout. Là on a du plastique là, qui est noir, qui pourra se rayer. On a des touches en plastique avec un bout en aluminium qui est assez agréable au toucher. Et regardez, quand la vitre descend, ça descend avec douceur. Et regardez ce petit point de détail, un double vitrage pour une meilleure insonorisation. C'est vrai qu'en termes de design, c'est très subjectif. On aime ou on n'aime pas. On pourra aimer ou pas l'intégration de ces poignées en alu brossé. On pourra aimer aussi la partie tuyauterie, qui pourra faire débat sur cette partie-là. Mais c'est vrai que l'intérieur fait un peu old school avec cette boiserie. On aime ou on n'aime pas. Admirez cet intérieur entre cuir beige et boiserie aluminium brossé. On aime ou on n'aime pas, mais regardez-moi ça. Claquage de porte. Ah, un bruit sourd comme on aime. Et ça veut tout dire. Bienvenue à bord de cette routière japonaise. Et on va commencer par plein de petits détails qui sont à la fois sympathiques et parfois critiques.
clairement. C'est pas forcément le plus bel intérieur de la catégorie. En revanche, il inspire la robustesse, la confiance et surtout un certain design spécifique. Commencez par les rétroviseurs caméra avec l'intégration horrible de ces écrans. On a l'impression qu'on est dans les années 90, voire 2000. On a été content d'avoir des écrans dans une voiture. Ça a été posé comme une verrue ici sur le montant et c'est vrai que c'est pas forcément l'intégration la plus belle du moment. Il faut savoir que cette voiture n'a pas 10 ou 15 ans. Elle est toute récente. Elle est de 2023 et pour vous dire, même l'Audi e-tron qui est sorti il y a 4 ans intégrait de la plus belle des manières les écrans dans les portières. Sur le marché automobile, ça n'a pas forcément marché les rétroviseurs caméra, même s'ils ont eu du mal à les homologuer. Bon, écoutez, franchement, ça c'est le premier point critique. En revanche, qualité, assemblage de fabrication, franchement, on adore. Alors attention quand même à cette couleur de cuir qui peut être assez délicate. En tout cas, si vous avez des enfants avec les chaussures sales à l'arrière, ils vont vous ruiner les sièges. Accoudoir molletonné de qualité, un peu taché, je dois vous l'avouer. Et regardez ici, vous avez l'ouverture dans le sens du conducteur et l'ouverture dans le sens du passager. Ça, c'est une très bonne note. Sur la partie du tableau de bord, on va dire un design assez compliqué, je trouve, même si la boiserie rassure dans cette finition exécutive. Vous avez aussi d'autres intérieurs. On a ce volant en cuir orné de bois sur la partie supérieure et inférieure de qualité. On l'a bien en main. Vous avez ce logo aussi en alu brossé. Les palettes ici, non, c'est pas de l'alu, c'est du plastique. Vous avez plein de petits boutons cachés et ça, c'est le point un petit peu critique, l'ergonomie. Vous avez des boutons partout. Un bouton, une fonction. Ça, c'est sûr, mais alors, c'est compliqué. La caméra 360, ici, là, vous avez la caméra qui s'active, mais je crois pas qu'elle est tactile. Non, ça va être compliqué. Regardez l'ergonomie et le graphisme. Là, c'est pas forcément le point fort. Mais sachez que quand vous achetez une Lexus, vous êtes un petit peu informé. Les équipes n'ont pas forcément poussé la recherche et développement sur la technologie, mais plutôt sur la fiabilité et le confort à bord. Et ça, c'est réussi. En revanche, voilà, vous avez une ergonomie avec ces espèces de cornes au-dessus du volant de chaque côté. Ici, il faudra appuyer pour savoir un petit peu ce que vous faites. Là, vous désactivez le TRC. Voilà, on va le remettre. Donc, c'est l'anti-patinage. Et ici, vous avez 3 modes de conduite. Il faudra tourner vers le bas pour mettre le mode éco, le mode sport vers le haut et le mode normal, appuyez là. Allez comprendre pourquoi ça n'a aucun sens en termes d'ergonomie. Pareil, très belle horloge intégrée sur cette finition exécutive, une horloge Lexus, analogique, une vraie. Mais pourquoi l'ont-ils mis ici? Moi, je sais pas, je l'aurais mis ici comme une Maserati, ici au centre, intégré ici, entre 2 aérateurs, je ne sais pas. Là, entre 2 aérateurs, ils ont mis le bouton warning. Bon, il marche bien, il est visible, mais c'est un peu dommage. On est quand même sur une version premium. C'est un petit peu dommage. Pareil, ici, le bouton power, il est très beau, mais je trouve qu'il est placé assez bas. Alors, je suis assez critique. D'ailleurs, j'avais pas vu qu'il y avait le bouton parking ici. Frein à main de parking électrique. Alors, moi j'aime bien le côté analogie. Alors, derrière le volant, vous avez une instrumentation de bord digitalisée et analogique d'un côté. Analogique avec la température moteur sur cette partie-là. Le réservoir de 50 litres ici avec la jauge qui est presque en réserve. Donc, il faudra faire le plein. On pourra faire à peu près 700-800 km avec un plein de 50 litres. Et derrière, ici, vous avez l'ajustement des différentes informations qui font old school. Clairement, regardez, là, je navigue à travers les différents menus et différentes interfaces. Là, on voit l'animation du moteur thermique qui vient régénérer la batterie. Bref, c'est des graphismes et des schémas un peu à l'ancienne, je dois vous l'avouer. Regardez, tout se passe ici sur ce morceau d'écran, mais c'est pas grave. C'est pas pour ça qu'on achète une Lexus. Vraiment pas pour ça, et vous savez très bien. On continue l'expérience à bord avec tous ces petits boutons de réglage clim. Ça, c'est plutôt intéressant. Sauf que quand tu veux désactiver la clim, il n'y a pas le bouton AC. Il faudra rentrer dans les paramètres ici de climatisation, activer ou non la ventilation, et je dois vous dire que même si l'info divertissement a été mis à jour, je dois dire qu'en comparaison avec les voitures allemandes, je vais pas mâcher mes mots, mais il a pris une sacrée claque. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer quelque chose qui est assez déroutant. C'est lorsque vous voulez mettre par exemple la consommation. Là, vous n'avez pas 3000 menus de sous-menus voilà, c'est très simple. Donc c'est vrai que ceux qui n'aiment pas forcément la technologie, vous allez vous y retrouver et ça va être assez simple pour vous. Mais je voudrais vous montrer lorsqu'on rentre dans un sous-menu d'un sous-menu. Et là, vous voyez, c'est comme s'ils avaient réduit la typo pour que ça rentre. Je comprends pas pourquoi. C'est très moche et honnêtement, ça fait bizarre. On a l'impression que ça bug. Et en fait, c'est pas du tout buggé. C'est juste que c'est normal. Ils ont juste réduit la typo ici pour que ça rentre sur ce bloc-là. Ici, on a un bloc vide. Allez comprendre pourquoi. Et j'ai toujours pas trouvé le menu accueil. Limite, presque quand vous passez sur Apple CarPlay,
c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Donc limite, la technologie embarquée, c'est pas grave, c'est son point faible, mais on lui pardonne. Et puis pour tous ceux qui aiment bien les boutons physiques, là vous serez gâtés. Ici, donc on est sur la partie climatisation, ventilation, donc on pourra baisser facilement la ventilation. Ici, on est sur la partie radio, média, track, tout ça, donc on pourra changer facilement. On a des petits boutons en plastique, mais qui sont plutôt bien ajustés avec un certain guillochage. D'ailleurs, je savais pas que c'est... Ah, j'aime bien ce petit bout. J'adore ce petit bruit. Je suis un petit peu à l'ancienne. Puis regardez ça, ces petits bitonio ici en alu brossé. Ah, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ça me rappelle un peu l'ancien temps. Et puis, de ce côté-là, vous avez les sièges ventilés sur 3 niveaux, sièges chauffants sur 3 niveaux, volant chauffant sur 2 niveaux, le déploiement du rideau arrière de la lunette arrière. Et puis, vous allez pouvoir aussi régler le siège chauffant passager et le siège ventilé du passager. Et pareil, quand même, un petit détail soigneux, mais la boîte à gants est moussée, s'il vous plaît, quand même. Même ici, regardez, on a un petite surpiqûre ici sur cette partie-là. Quand même, c'est travaillé. Et puis, la boîte, je vais en parler après, mais on l'a bien en main. Boîte à gants, hop, le petit bouton, voilà, qui est toute petite. Hein. Alors là, par contre, très petite par rapport aux dimensions. On a aussi des rangements dans les portières. Pas de feutrine malheureusement dans les portières. J'en demande un petit peu trop. Là, par contre, on a un peu de feutrine sur ce petit rangement ici. Regardez un petit détail aussi du luxe. Ça, j'aime bien les petits ralentisseurs sur ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, prise USB-C et USB. Ah, ça, c'est beau. Une boîte qu'on a bien en main, une boîte pas forcément séquentielle, même si on a le S, ça gérera plutôt les régimes moteurs et les relances moteurs. On est sur une boîte CVT et ici on aura les différents modes de conduite. Soit vous mettez en hybride automatique, ou soit vous pouvez forcer le mode électrique sur quelques centaines de mètres. Vous avez la fonction Hold et vous avez de quoi ranger vos petites boissons préférées. Et alors ici, comme dans chaque Lexus qui se respecte, vous avez ces pictogrammes affreux. C'est moche et franchement on n'ose rien poser dessus parce que d'après le pictogramme on peut pas poser des clés, on peut pas poser un appareil photo, etc. Donc c'est uniquement condamné pour mettre un portable et autant vous dire que c'est un petit peu dommage. Chargeur à induction, mais franchement prendre de la place pour ça, voilà, c'est un peu discutable. On a quand même un toit ouvrant qui n'est pas panoramique mais ouvrant, de série s'il vous plaît. Regardez, on est quand même sur des matières de qualité. Moi j'adore cette matière, c'est très doux avec un petit miroir de courtoisie, la petite lumière à LED. Regardez la poignée aussi pour le conducteur, on ne sait jamais s'il s'ennuie, avec un léger caoutchouc, en tout cas la matière est assez sympathique, c'est agréable à prendre en main. Voilà, il y a des petites notes de détail de luxe et puis des petites fausses notes à l'intérieur de cette Lexus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas ça change. Je vous parlais tout à l'heure d'anticonformisme, clairement on est en plein dedans. Lexus ne cherche pas à faire comme les Allemandes. Allez, ce que je vous propose, c'est tout simplement prendre le volant et de voir un petit peu ce que donne ce moteur hybride 218 chevaux s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Allez, je suis en mode sport, j'accélère. En vrai, c'est pas déplaisant, mais... Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas la coue de boîte de vitesse. Hein. Ça, c'est vraiment aussi une particularité de la boîte CVT. Bon, les amis, je vais activer le mode sport pour tester l'accélération de cette Lexus ES. 0 à 100 annoncé en 8,9 secondes. On va tester tout ça. Allez, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voilà. Bon, écoutez, vous avez compris. Le sport, le mode sport, c'est pas forcément son fort. On va plutôt se mettre en conduite coulée, c'est-à-dire, hop, activer la boîte sur le rapport normal, mode D, et surtout le mode de conduite normal ou éco pour faire des petits records de consommation, puisque sur autoroute, je suis autour des 6,5 litres au 100 calé à 130 km/h compteur. Il n'y a pas de passage de rapport, donc du coup ça rend aussi la boîte un peu plus fiable, même beaucoup plus fiable que les autres boîtes. Donc ça, normalement, vous n'avez pas de souci de fiabilité. Et c'est vrai que quand vous discutez avec les taxis parisiens, ou même les taxis en général, c'est une voiture qui va donner ce sentiment de confort et de fiabilité. Et surtout aujourd'hui, la réputation de la marque Toyota et de la marque Lexus, forcément, c'est... Oh, petit accident, petit accrochage. Allez, on va tester le châssis, c'est parti. Bon, déjà ça part, hein. C'est loin d'être un veau.
Alors on va voir au niveau des appuis, conduite dynamique, on imagine qu'on est poursuivi par les méchants et qu'on doit transporter le roi ou la reine derrière. Écoutez, là déjà ça garde le cap, là on ne bouge pas d'un poil et les appuis sont vraiment plus que corrects. Et là le mode sport franchement change un peu la philosophie de la voiture. Autant vous dire que tout à l'heure je prônais le fait que cette philosophie confort était vraiment le maître mot de cette voiture. Bah, écoutez, mettre dans le mode sport, franchement c'est agréable. Et toujours en douceur avec une insonorisation, j'ai oublié de vous dire aussi, mais l'insonorisation a vraiment été travaillée. On est sur un double vitrage à l'avant et puis surtout l'avantage aussi c'est que la boîte CVT on entend beaucoup moins sur cette berline que sur d'autres modèles. On sent que là ils ont travaillé les matériaux d'insonorisation qui participent encore une fois au confort de cette berline japonaise. Autre point fort sur cette Lexus ES 300H, donc on est sur une hybridation légère, il n'y a pas de plug-in hybride sur cette gamme là. Si vous voulez un plug-in hybride, il faudra s'orienter sur le Lexus NX 450H+, le plus indique qu'il s'agit d'un PHEV, et donc n'hésitez pas à regarder l'essai complet sur ma chaîne, il existe. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le NX, mais je trouve que la ES est plus confortable, largement plus confortable que le NX. On a envie vraiment de voyager à bord. La seule option, c'est rétroviseur caméra, que je vous déconseille fortement. Donc finalement, avec un prix de 58 000 €, je trouve que c'est une très bonne affaire. Il faudra faire quelques compromis, je vous le disais, sur la technologie, mais honnêtement, moi je suis prêt à craquer. J'aime bien cet intérieur old school, j'aime bien ce côté où il y a beaucoup de boutons. Ça va à l'inverse finalement de toutes les tendances de designers et d'ambiance intérieure. On est quand même sur des écrans, on a un écran de 12,3 pouces à l'intérieur, mais c'est vrai que même le compteur qui mélange les aiguilles analogiques et compteur digital, voilà, c'est un design qui date un peu, c'est un design un peu vieillot. Alors, on est resté bloqué dans les années 2000, j'ai l'impression, mais moi c'est pas grave. Moi ce que je demande sur ce genre de voiture, c'est la fiabilité, la robustesse et surtout un agrément de conduite qui est vraiment hors pair et qui est vraiment plus qu'au niveau par exemple qu'une BMW et plus confortable qu'une Audi A6 par exemple et voire autant confortable qu'une Mercedes classe E, parce que la Mercedes classe E elle est confortable seulement si vous prenez une option avec les suspension pneumatique où là franchement c'est un tapis volant, et sur cette Lexus il n'y a pas besoin de rajouter des options. Ça c'est vraiment la force de ce groupe japonais. De série aussi, j'ai oublié, vous avez aussi la Sono Mark Levinson avec 17 haut-parleurs. Alors pour moi c'est pas la meilleure de la catégorie, mais honnêtement quand vous avez ce genre d'équipement de série, vous êtes très content. Alors effectivement en termes d'ergonomie, je vous le dis tout à l'heure, vous avez des gros boutons, et là vous pouvez gérer le rideau arrière qui se déploie. Il se déploie aussi, il se rabat lorsque vous mettez la marche arrière, ça c'est aussi pas mal. Mais c'est vrai que les boutons ça fait un petit peu ancien, mais j'aime bien moi le petit levier de vitesse. Voilà, on est encore sur des vrais leviers de vitesse, on a la voiture en main. Puis voilà, en ville par contre le gabarit est assez impressionnant, 4,98 m de long. J'ai voulu vraiment tester cette Lexus ES parce que j'ai connu cette voiture à l'arrière, sur la banquette arrière de cette voiture, tout simplement avec une course d'un taxi. Et j'en ai entendu que du bien. La plupart des chauffeurs de taxi vous disent, on a fait 200 000 km, on a juste changé les disques, révision et c'est tout. Il n'y a pas de problème moteur, ils n'ont jamais eu de surprise. Et c'est marrant, c'est que le paysage taxi ou VTC change beaucoup. On a aujourd'hui beaucoup de Lexus ES pour la gamme taxi, gamme premium, et beaucoup de Toyota Camry pour la gamme aussi taxi ou VTC. C'est la même plateforme, sauf qu'il y a des différences notoires entre les deux modèles. Bien sûr, il faut justifier un prix de 10 000 € à peu près entre les deux. Bon les amis, au quotidien ça donne quoi? Bon, caméra de recul, si j'active la marche arrière, on va y arriver. On a la caméra 360, alors 360, oui effectivement on la voit à 360, mais on ne pourra pas forcément la voir en animation 3D comme on pourrait le voir chez nos amis allemands. Et oui, donc caméra 360, oui, intégrée de série, finition et finition cuir, boiserie de série bien entendu, Mark Levinson, Sono Mark Levinson 17 haut-parleurs de série sur cette finition exécutive. Il faut savoir que cette finition exécutive c'est le haut de gamme de la gamme ES. Bon, on va quand même se mettre en mode sport. Là vous avez le mode séquentiel, ici vous aurez
pourrez passer ou simuler les rapports. Vous allez voir que le régime moteur va varier en fonction du régime rapport. Vous pourrez aussi varier les rapports ici lorsque vous êtes en mode sport. Et là, on va faire un petit test d'accélération. Mais regardez déjà, je pars pas en 4e vitesse, mais c'est plutôt les niveaux, on va dire, de réactivité, j'ai l'impression. En tout cas, ici, on va partir. Et sinon, sans ça, si vous mettez en mode normal, vous allez plutôt gérer un frein moteur. Donc le frein moteur sera uniquement sur la partie thermique et finalement va augmenter le régime moteur. Ce qui aura pour conséquence, accrochez-vous bien, de consommer avec un régime moteur, un frein moteur pardon, assez haut. Allez, on se met en mode sport et on va se faire une petite accélération. Vous êtes prêts ou pas? On va tester les 210 chevaux, c'est parti. Bon écoutez, on va pas dire que ça s'est fait dans la douleur, elle l'est fait, il y a des bonnes relances, c'est pas forcément une fusée ou un foudre de guerre, et en tout cas c'est pas ce qu'on attend d'une Lexus ES300H, surtout pour une hybridation légère. Alors oui, 218 chevaux, moteur atmosphérique, donc on n'a pas l'effet turbo, on n'a pas de coup de pied aux fesses, et bien entendu, Lexus cultive cette philosophie de conduite douce. Et ben, on désactive le mode sport, on se met en mode éco-confort, on enlève la boîte sport, on se met en mode normal et c'est comme ça qu'on va profiter de cette Lexus. Et oui. Bon, au quotidien, ça donne quoi? Bah écoutez, en termes de manœuvrabilité, rayon de braquage assez limité, 11,8 mètres. Et là, je ne peux pas continuer, sinon je vais rentrer dans cette jolie Toyota Cross hybride. Alors, Yaris Cross hybride, pardon. Donc là, je suis obligé de me reprendre à 2 fois. Heureusement, on a les caméras. Ouais, on voit la nouvelle Prius. Oui, ok, d'accord, c'est sympa. Mais là, c'est vrai qu'en termes de manœuvrabilité, ça va être un peu compliqué au vu de ces 5 mètres de long. Donc, vous allez vous y reprendre à plusieurs fois. Et là, en silence. Alors, il manque effectivement par rapport à la classe E, les roues arrière directrices, les suspensions pneumatiques, mais autant vous dire que voilà, c'est des options, des options et des options. Ici, on n'a aucune option et on s'en contentera. Voilà tout. Démarrage en silence, et c'est vrai qu'au premier abord, on n'a pas envie vraiment de mettre le pied dedans dans l'accélérateur. On est dans une espèce de limousine old school, anti-conformiste comme vous avez pu le voir tout à l'heure, sur la présentation surtout à l'intérieur, où on est vraiment à l'ancienne quelque part. Moi, elle me fait référence carrément aux anciennes Mercedes classe S. Premier dos d'âne, ralentisseur, appelez-le comme vous voulez. On le franchit en silence et avec douceur. Et c'est la philosophie de cette japonaise premium, c'est qu'on n'a pas du tout envie d'activer la boîte sport, même s'il y en a une. On n'a pas envie d'activer ici le mode sport en mode de conduite parce que, regardez, on va l'écouter tout de suite. Alors ça pousse, 8,9 secondes pour atteindre les 100 km/h. C'est pas un foudre de guerre, mais elle peut s'avérer être dynamique. Mais on est sur une voiture anti-conformiste. Une voiture qui ne veut pas faire comme les Allemandes d'aujourd'hui avec toute la technologie à bord. Les suspensions sont agréables. On a envie de rouler en silence et surtout transporter à l'arrière ses passagers dans la plus grande quiétude, la plus grande sérénité, la plus grande symbiosité. Bref, une onctuosité qui se savoure en ayant le pied léger sur l'accélérateur et en évitant de titiller un peu l'accélérateur puisqu'on est sur une boîte CVT. Il s'agit d'une boîte assez simple avec aucun passage de rapport, donc ça va être plutôt en termes d'agrément un point positif. Dès que vous avez un peu le pied lourd sur l'accélérateur, vous allez entendre cet effet mobilette, cet effet un peu d'embrayage, de patinage, et il faut savoir apprécier une Toyota, une Lexus avec une boîte CVT ou ICVT. Il faut avoir le pied tranquillement léger sur l'accélérateur, pas appuyer à fond et surtout appuyer progressivement. Et c'est comme ça que vous allez apprécier les longs trajets avec cette berline routière. Et franchement, c'est une vraie surprise et franchement un vrai plaisir de conduire cette berline routière. On a une jambe de volant de taille normale, beaucoup moins épaisse qu'une BMW par exemple, et surtout une direction douce et sur une qualité de cuir et de sellerie qui vraiment
donne et invite au voyage, et ça fait vraiment un atout particulier. Alors je dis pas qu'une Mercedes classe E ou une BMW série 5 font mieux, mais c'est vrai que là ici le standing c'est vraiment le confort. La technologie on l'oublie, on est sur une autre philosophie, et quand on sait que sous le capot moteur on a un 4 cylindres, oui, mais un 4 cylindres 2,5 litres atmosphérique, et oui, pas de turbo comme la boîte toute simple, donc ce qui va générer une fiabilité, une robustesse mécanique qui n'est pas négligeable. Continue toujours l'aventure. Et autre point assez étonnant, c'est les consommations. Franchement, surtout en ville, on a des très basses consommations. J'ai fait Paris-Orly, j'ai fait Paris-Charles de Gaulle. Honnêtement, c'est des trajets que les taxis parisiens ou d'Île-de-France connaissent très bien. Franchement, je suis à 3,9 litres. J'étais à 7 h du matin en train de faire un périple où il n'y avait pas de bouchon. 3,9 litres pour faire à peu près 40 km. Autant vous dire qu'avec un plein de 50 litres, vous pouvez prétendre à faire à peu près entre 700 et 900 km si vraiment vous avez le pied léger. Finalement, c'est ça la magie de ces moteurs hybrides simples, c'est que vous n'avez pas une grosse batterie, vous avez une batterie de 245 volts placée sur l'essieu arrière qui va faire le jeu de la décharge et charge rapide quelque part, et qui va permettre justement au cumul de faire plusieurs kilomètres en électrique. Là ici dans ce cas de figure je fais seulement quelques centaines de mètres en électrique, mais au cumul vous allez donc du coup économiser de l'énergie, surtout sur les démarrages. C'est là où finalement le moteur essence se révèle plus consommateur de carburant. L'électrique va apporter cet agrément et surtout cette frugalité quelque part. Et pas d'inquiétude, la batterie est sur l'essieu arrière et n'empiète pas sur le volume de coffre ni sur le réservoir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, c'est qu'en haussant le rythme, c'est-à-dire sur voie rapide, sur autoroute française bien sûr, pas sur autobahn. Sur autobahn, on sera limité autour des 180 km/h. Pas forcément d'intérêt pour les Allemands qui aiment la vitesse. Là, effectivement, sur ce point-là, c'est un peu limite si vous aimez la grande vitesse. Mais on va dire sur toutes les routes européennes et même américaines, puisque les Américains sont friands aussi de ce genre de voiture, vous roulez entre 120 et 130 km/h. Et là, vous faites des consommations autour des 6,5 litres à peu près. 130 km/h compteur. Si vous êtes autour des 138, 140, là vous allez plutôt tourner autour des 7 litres au 100. Bon, j'ai changé donc juste pour vous parler du poids. 1680 kg, c'est sûr qu'encore une fois, cette voiture n'est pas faite pour être brusquée, mais quelle berline routière de sa catégorie a envie d'être brusquée, d'autant plus qu'on est sur des suspensions, on va dire, qui ne sont pas actives ou pilotées, des suspensions classiques, et franchement ça fait superbement le taf. 1680 kg, honnêtement ça se ressent pas vraiment. On aura peut-être un comportement un peu pâteau, mais c'est pas du tout dramatique, tout comme le système multimédia qui a été revu, qui reprend du coup le même système d'infodivertissement que la gamme NX, mais honnêtement on sent que le groupe Toyota Lexus n'a pas forcément mis tous ses œufs dans le même panier en termes de développement. On sent que voilà, la recherche a plutôt été faite sur la robustesse, la fiabilité boîte moteur plutôt que la technologie. Mais honnêtement, comme je vous le rappelle, on est sur une voiture, une berline routière japonaise anticonformiste qui ne fait absolument pas comme les Allemandes d'aujourd'hui. Ouais les amis, j'espère que cet essai à bord de cette Lexus ES 300H vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce pour le soutien vers le haut, bien sûr, merci par avance. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Vlog Cars Passion et activer la cloche des notifications. Moi, je te dis à très vite pour de nombreuses aventures, toujours en vidéo sur la chaîne Vlog Cars Passion. Ciao, ciao!